Salut à tous et à toutes, bienvenue à édition 62. Tenue ce jeudi 29 juillet 2015 d'une journée d'atelier de validation de l'avant-projet de loi sur la prévention, la sanction et l'élimination des violences faites aux femmes, initiative du ministère à la condition féminine et aux droits des femmes, en collaboration avec l'Action collective pour une sécurité contre l'exploitation et l'Union européenne. Cet avant-projet de loi va permettre de combler l'absence de cadre légal dans le pays de manière à combattre avec plus d'efficacité toutes les formes de violence dont sont victimes les femmes en général. Le Premier ministre Evans Paul dit souhaiter voir cet avant-projet de loi approuvé. Dès la première session de travail de la 50e législature, les propos du Premier ministre Evans Paul ont été recueillis par Nancy Lenné. Il me plaît énormément de prendre la parole ce matin dans le cadre de l'organisation de cet atelier de validation de l'avant-projet de loi sur la prévention, la sanction et l'élimination de la violence faite aux femmes. Lutter contre les violences faites aux femmes exige de la part de l'État un ensemble d'actions rationnelles visant à la création d'un cadre normatif et institutionnel capable de prévenir, de poursuivre et de sanctionner les dites violences. La compréhension de cette responsabilité a porté les autorités de l'État à créer en 1995 le ministère à la condition féminine et aux droits de la femme, dont la mission principale consiste à assurer la promotion des droits des femmes et l'émergence d'une société égalitaire où les femmes et les hommes cohabitent dans le respect mutuel et la plus parfaite harmonie. Depuis sa création, le ministère à la condition féminine et aux droits de la femme a montré, malgré certaines difficultés, sa volonté de répondre à ses obligations. Sitôt l'installation du gouvernement de consensus en janvier dernier, dont j'assume les rênes, il a été assigné à ce ministère un rôle proactif déterminant relatif aux mesures nécessaires pour rompre avec les mauvaises pratiques sociétales à l'égard de la femme. Ce rôle se cristallise en deux points majeurs insérés dans la feuille de route du gouvernement. 1. Le recensement et la compilation de toutes les lois discriminatoires à l'encontre des femmes afin d'amendement ou d'élimination. 2. La proposition, après discussion et concertation avec les différentes entités organisées, de nouvelles lois conformes aux principes fondamentaux de la Déclaration universelle des droits humains et de tout autre instrument national et international destiné à la protection des femmes. Ma participation à cet atelier de validation de l'avant-projet de loi sur la prévention, la sanction et l'élimination de la violence faite aux femmes exprime un appui sans ambages du gouvernement de la République d'Haïti à cette louable initiative. Un policier sera affecté à chaque femme candidate aux élections législatives lors de la journée de vote le 9 août prochain. L'annonce a été faite ce jeudi 29 juillet par le Premier ministre Evans Paul en marge de sa participation à l'atelier de validation de l'avant-projet loi sur la prévention, la sanction et l'élimination des violences faites aux femmes. Cette mesure vise à garantir la sécurité des femmes contre toute forme de violence possible durant la journée de vote. Evans Paul. Que hier soir, très tard, on a travaillé dans le cadre du CSPN, le Conseil supérieur de la police nationale, et les femmes étaient à l'ordre du jour. Les femmes candidates, bien sûr. Et des dispositions spéciales sont adoptées pour la protection des femmes. Un policier serait affecté à la sécurité de chaque femme candidate au Sénat. De plus, au plus vite, des numéros de téléphone seront communiqués
au public, aux femmes, pour dès qu'il y a un problème qui concerne une candidate, la police a déjà adopté des mesures spéciales pour intervenir sans délai. C'est là la responsabilité de l'État. Et quand je dis femme, je ne fais aucune différence parce que nous sommes tous des femmes en tant que descendants des entrailles des femmes. Alors, cette loi nous concerne tous, mais j'aimerais profiter pour dire, le fait qu'il y ait un projet de loi ne veut pas dire qu'il y a un délai dans les pratiques de violence faites aux femmes. Il n'y a pas de délai. Il y a déjà des instruments juridiques qui permettent d'agir contre des gens qui pratiquent des violences à l'égard des femmes. Le directeur général du ministère de la Justice et de la Sécurité publique, Rudy Ali, a dans son discours de circonstance insisté sur le fait que les femmes victimes de violences doivent bénéficier d'une attention spéciale de la part de la police judiciaire et du parquet de Port-au-Prince. Il a par ailleurs annoncé la mise en place de plusieurs bureaux d'assistance légale en faveur des femmes victimes de violences afin de leur permettre de jouir de leurs droits juridiques. Rudy Ali. Cet atelier de validation de cet avant-projet de loi répond, permettez-moi de l'affirmer, à ces multiples exercices et démarches en vue d'adresser de façon pleine et légale la question de la violence contre les femmes. En effet, comment garantir et protéger les droits des femmes inscrits dans la Constitution en vigueur et consacré par des instruments juridiques internationaux de droits humains auxquels Haïti est partie, sans renforcer les dispositions législatives traitant des agressions sexuelles. Vous conviendrez donc avec moi que cet atelier participe d'une volonté manifeste de répondre de façon adéquate aux problèmes des violences subies par les femmes. Le ministère de la Justice et de la Sécurité publique, dans le cadre de sa mission et de ses attributions, au cours des 3 dernières années, n'a pas cessé de s'impliquer dans le cadre de la prévention, la sanction et l'élimination de la violence contre les femmes dans la droite ligne de la Convention de Belém do Pará. Ainsi, dans la mise en œuvre de la politique pénale du gouvernement, le ministère de la Justice et de la Sécurité publique a instruit les parquets de porter une attention toute particulière aux femmes victimes de violences sexuelles et domestiques. Ces femmes doivent faire l'objet d'un accueil spécial et d'écoute assidue au niveau de la police judiciaire et des parquets. Des études sont conduites avec les autorités compétentes pour envisager et adopter les mesures d'accueil et de prise en charge effective de ces victimes. Parallèlement, de nombreux actes, circulaires, mémorandums ont été adoptés et actions concrètes posées permettant d'aller dans cette directive. D'ailleurs, au parquet de Port-au-Prince, une cellule spéciale traite des dossiers dans lesquels les filles et les femmes sont victimes d'infractions telles les agressions sexuelles, coups et blessures et autres. Parallèlement, le ministère de la Justice et de la Sécurité publique met en place actuellement des bureaux d'assistance légale à la disposition des femmes victimes de violences. Des bureaux d'assistance légale on a 5 à Port-au-Prince, on a un bureau à la Croix-des-Bouquets, un autre à Fort-Liberté, un bureau à Saint-Marc, un bureau au Gonaïves, un bureau à Mirbalais, un bureau à Lansavo, un autre bureau à Miragouane. Et on entend donc poursuivre avec cette initiative à travers la République. Donc les femmes victimes de violences peuvent s'adresser à ces bureaux pour faire valoir leurs droits par devant les tribunaux. La ministre à la condition féminine et aux droits des femmes, Yves-Rose Myrtil-Marquette, a pour sa part rappelé combien les violences faites aux femmes constituent une violation. Elle a toutefois applaudi les différentes conventions déjà existées au niveau international contre les formes de violences perpétrées à l'encontre des femmes. Elle déplore cependant les abus sexuels dont sont victimes des femmes dans leur travail. Yves-Rose Myrtil-Marquette. Je voudrais tout d'abord vous dire à quel point je suis heureuse de me retrouver parmi vous en ce jour qui marquera, j'en suis sûre,
une étape importante dans la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. En ma qualité de ministre à la condition féminine et aux droits des femmes, je désire vous remercier d'avoir bien voulu répondre à l'invitation du ministère pour prendre part à cet atelier qui doit nous permettre de valider l'avant-projet de loi cadre contre les violences faites aux femmes élaboré par le dit ministère et qui sera déposé par devant la 50e législature. Mesdames, Messieurs, la violence contre la femme constitue une violation flagrante de ses droits fondamentaux et une offense à sa dignité humaine. Elle entrave considérablement sa croissance normale et affecte son développement physique et psychologique. C'est pourquoi un ensemble de conventions et pactes internationaux relatifs aux droits des femmes appelle les États membres des Nations Unies à adopter des mesures visant à prévenir et à éliminer toutes les formes de violence fondées sur les sexes. Parmi ces instruments juridiques internationaux, il convient de souligner de façon particulière la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, la Convention sur la traite des êtres humains et la Convention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l'élimination de la violence contre la femme, surnommée Convention Belém do Pará. Haïti a souscrit à l'ensemble de ces instruments juridiques internationaux qui l'obligent à incorporer dans sa législation nationale des normes pénales, civiles et administratives, ainsi que toute autre norme qui s'avère nécessaire pour prévenir, sanctionner et éliminer la violence contre la femme. À cet égard, des progrès incontestables ont été accomplis. En témoigne l'adoption du décret du 6 juillet 2005 modifiant le régime des agressions sexuelles et éliminant en la matière les discriminations à l'égard des femmes. Signature ce jeudi d'un protocole d'accord entre le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle et 4 institutions commerciales de la place. Cet accord porte sur la mise en place de la carte Avantage Éducation. Cette carte offre de nombreux avantages sociaux aux acteurs de la chaîne éducative haïtienne, explique le ministre Nesmi Maniga. Les autres signataires du dit accord se réjouissent d'avoir rejoint le ministère de l'Éducation nationale dans cette aventure. Le ministre Nesmi Maniga. Carte avantage enseignant aujourd'hui, il y a 70 000 enseignants qui enregistrés. Et 70 000 enseignants, ça sont capables d'avoir accès à nous sur le site internet ministère. Et la direction départementale actuellement a distribué 70 000 permis provisoires d'enseigner, 14 000 enseignants dans le public là, et le reste là, c'est dans le privé. Pour qui ça, c'est pour presque tout 200 000 là. Ça prend temps pour que base de données en fait travail, pour que, j'en ai déjà annoncé ça la première fois, il y a des erreurs qui commettent confusion nom-prénom, ou bien nous avons l'autre difficulté pour nous confirmer, croiser base de données nous avec information souterraine. Donc très prochainement, nous avons un deuxième lot très important, en plus de 70 000 là, qui fait que l'objectif nous, c'est que dans l'année scolaire ça, environ 200 000 personnes après le gagner, qui dans le système scolaire, après le gagner, carte avantage enseignant. Et c'est l'organe ont permis d'enseigner, ou bien les directions de l'école là ont carte d'identité d'établissement, ont accès à carte ça. Aujourd'hui, 70 000 enseignants qui ont permis provisoire d'enseigner, que nous avons distribué dans 10 départements, yo même, tout non ça yo, entreprise qui sous côté là yo pratiquement pour recevoir non moun sa yo et avec carte signaux en attendant émission carte avantage enseignant yo déjà pral gen accès à bénéfices avantages privilèges que carte là offre yo jodi.
À présent, un coup d'œil dans l'actualité internationale. Depuis ce midi, c'est un procès tout symbolique qui se tient non pas à Moscou, mais dans le sud de la Russie, tout près de la frontière ukrainienne et à seulement 200 km de Donetsk, cette capitale de l'Est séparatiste. Un procès qui est un peu comme une synthèse de l'ensemble du conflit qui déchire l'Ukraine et la Russie depuis maintenant plus d'un an. Sur le banc des accusés, Nadia Savchenko, 34 ans, cette pilote militaire ukrainienne faite prisonnière dans le Donbass l'année dernière, puis transférée en Russie, d'abord considérée comme complice du meurtre de 2 journalistes russes tués par un tir de mortier dans le Donbass en juin 2014. Nadia Savchenko est finalement accusée d'être co-exécutrice d'un meurtre prémédité. La pilote d'hélicoptère, qui risque jusqu'à 25 ans de prison, rejette toutes les accusations portées contre elle. Avant l'audience, l'un de ses avocats a déclaré « Ce ne sera pas un procès, ce sera un spectacle de propagande, comme à l'accoutumée ». Nadia Savchenko a beau être devenue très populaire en Ukraine, elle a beau avoir un alibi solide, l'Union européenne a beau réclamer sa libération immédiate, il fait peu de doute que la jeune femme sera jugée coupable, ce qui évidemment irait dans le sens d'une dégradation encore plus importante des relations entre la Russie et l'Ukraine, mais aussi l'Union européenne. Kevin est en 3e année de droit et cet été, il a choisi d'aller travailler à la police municipale. Ils sont 35 et dans ce cas-là, tous assermentés avec une seule volonté, celle de servir la population. J'y ai trouvé mon compte dans la mesure où ce métier est vraiment passionnant. Ça me tient vraiment à cœur d'aider les personnes. Et ils ont besoin de cette présence, ils ont besoin de savoir que quelqu'un est là pour les aider en cas de besoin, en cas de problème. Et c'est vraiment une image très appréciée des résidents comme des touristes. La diversité, le fait qu'on ne fasse jamais les mêmes missions, c'est ce qui me plaît le plus dans le métier de policier. Oui. Astrid et Richard, vous partez en mission d'îlotage comme tous les jours, sur le secteur des quais, le point zéro. Chaque jour, ils arpentent les allées de la station balnéaire de la Grande Motte et font la chasse aux incivilités. Port du t-shirt, véhicules mal garés ou encore conflits de voisinage. Ils sont un peu les yeux de la police, leur mot d'ordre, la proximité. C'est la prévention, c'est la dissuasion, c'est la présence sur le terrain, c'est le renseignement des milliers de touristes qui viennent sur la Grande Motte. Mais ça peut être également la répression, l'intervention et le fait d'apporter un soutien numérique aux policiers municipaux titulaires qui travaillent eux toute l'année. L'été, la Grande Motte passe de 8 000 à plus de 100 000 habitants. Ici, les besoins sont donc immenses pour permettre à chacun de profiter de ses vacances. C'est une pièce de 2 mètres de long qui s'est échouée à La Réunion. Cet aileron sert aux avions au décollage, à l'atterrissage et pour tourner. Dessus des coquillages, preuve qu'il est resté longtemps dans l'eau. La gendarmerie est venue faire les premières constatations. L'enquête commence, donc on va mener les investigations pour essayer de trouver d'où à qui appartient cette pièce. Mais pour l'instant, on ne sait pas. Vu sa forme et les matériaux employés, il s'agit d'une partie d'un Boeing 777. Beaucoup d'experts pensent alors au MH370 de la Malaysian Airlines, disparu le 8 mars 2014. Ce dont on est certain, c'est qu'il n'y a pas eu d'autres crashs de Boeing 777, si vous voulez, dans l'océan Indien, globalement. Et il n'y a pas eu non plus de 777 qui ait perdu un volet en vol, ce qu'on aurait su immédiatement. Donc il n'y a pas beaucoup d'autres possibilités que celle du 777 de la Malaisienne. Détail troublant, un bagage en lambeaux a été retrouvé à proximité. Nous sommes pourtant à 5700 km de l'endroit où les recherches du MH370 ont eu lieu. La pièce aurait donc flotté pendant 1 an et demi. Une hypothèse possible, car dans cette région du globe, les courants sont très puissants. Les océanographes avaient toujours dit que si nous devions trouver des débris, ce serait au sud de l'Indonésie, sur la côte est de l'Afrique ou encore dans les îles. Voilà pourquoi c'est certainement une pièce du MH370. Chaque pièce d'avion est répertoriée avec un numéro de série. Les vérifications sont donc en cours. Mais la Malaysian Airlines a déjà envoyé sur place une équipe. Jaquita Gomez suit tout cela de très près. Patrick, son mari, était à bord de l'avion disparu. Oui. S'ils ont découvert des pièces de l'avion, cela veut dire qu'une fois qu'ils auront retrouvé tout l'avion, alors on pourra tourner la page et donner à mon mari la paix qu'il mérite. Mais les experts le rappellent, retrouver une pièce ne signifie pas retrouver tout l'avion, ce qui permettrait de comprendre pourquoi le MH370 a disparu des radars avec 289 personnes à bord. Fatigués, parfois énervés, ces 300 voyageurs sortent enfin du train. Partis de Paris ce matin, ils sont restés bloqués pendant 4 heures à bord du TGV. Il y a eu du bruit, 2 fois du bruit en fait. Puis en fait, il s'est arrêté de lui-même, s'il n'y avait plus de courant. Donc, il s'est arrêté de lui-même et voilà, on est resté bloqué 4 heures.
Ça devient long quoi à force. Mais bon, les gens étaient plutôt patients. L'accident s'est produit vers 8 h ce matin. 3 des 4 pantographes qui relient les voitures à la caténaire ont été arrachés. Résultat, plus d'électricité, un train immobilisé sur les voies et des retards sur de nombreuses lignes. Les clients ont été pris en charge par nos collègues contrôleurs, par nos collègues des différents services qui sont venus porter assistance. Dans le train, il y a des coffrets repas, il y a des bouteilles d'eau. Arrivés à la petite gare de Port-de-Pile en Indre-et-Loire, les voyageurs ne sont pas au bout de leur périple. Pour rejoindre leur destination, certains sont montés dans un car, tandis que d'autres ont attendu de nouveau un autre train. Pour le moment, je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir arriver. Le trafic a repris dans l'après-midi, mais l'accident a entraîné des retards sur tout le réseau entre Paris, Bordeaux et Toulouse. Et aujourd'hui dans les rues de Paris par des dizaines de personnes, elles manifestaient contre la baisse du taux du produit d'épargne le plus populaire en France, de 1 à 0,75. Dans la foule, citoyens, associations et élus de partis de gauche. Le livret A constitue 75% du financement du logement social en France. Et donc il va de soi que si le taux du livret A baisse, on risque de ne pas pouvoir financer les immenses besoins en logements sociaux qui existent sur les prochaines années. Moi je pense que beaucoup de gens vont retirer leur argent et c'est très grave pour la société parce qu'il n'y a pas suffisamment de logements sociaux. La construction, elle est presque morte, la construction actuellement. Cette baisse du taux, c'est d'abord un François Hollande qui fait les poches des petits épargnants. Parce que l'écrasante majorité de ceux qui sont concernés sont ceux qui n'ont pas des gros revenus, qui ont des petits revenus ou des revenus moyens. Le livret A, ça fait 200 ans qu'il existe. Il a passé toutes les crises, toutes les guerres. Donc pas de panique, on garde son livret A. L'année prochaine, il va remonter parce que l'inflation arrive. Pour Jean-Pierre Allègre, c'est une année très noire. Ça, c'est un goron melon qui est encore maniable, il a quelques jours, mais... Pas vendable. Ah non, c'est fini. À cause d'une production beaucoup plus importante que la normale, ce producteur a déjà été obligé de jeter 10 tonnes de melon. En cause, des températures très élevées ces 2 derniers mois. Le melon, il a mûri beaucoup plus vite qu'un temps ordinaire et ça fait qu'il n'y en a pas eu la demande pour le vendre, quoi. Voilà. Ça fait pas du bien, hein. Ça fait mal au cœur, hein. Pascal, le fils de Jean-Pierre, part pour une livraison au goût amer. Il sait que cette année, ces melons se vendent à perte. Aujourd'hui, ce problème il est économique, effectivement. Vous n'arrivez pas à les revendre? À les revaloriser surtout. À les vendre, oui, tu les vends. Si chaque kilo que tu coupes, tu perds 10 centimes d'euros, autant que tu coupes à zéro. Hein. Durant sa carrière, Jean-Pierre a déjà connu des périodes de surproduction, mais celle-ci a beaucoup de mal à passer. Vu mon âge, j'en ai vu des vertes et des pas mûres, mais ça arrive. Seulement, actuellement, les frais dans une exploitation sont tels qu'on peut guère se permettre de vendre à perte ou de... Voilà, parce qu'il y a quand même du personnel, il y a des charges, les arrosages, il y a tout, quoi. Sur cette exploitation, les calculs sont très inquiétants. Pour Jean-Pierre et son fils, le manque à gagner pourrait s'élever à près de 10 000 € en fin de saison. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi.